Bien, bonsoir à toutes et tous. L'idée sous-jacente de la série de vidéos que j'entame autour des 3 derniers rapports du GIEC qui sont sortis au cours de l'année 2021 et 2022 est la suivante. Il existe déjà un certain nombre de médias et de personnalités qui ont entrepris la lourde tâche, mais néanmoins importante, de résumer, décrypter, analyser ces fameux rapports du GIEC. Pour ne pas ajouter un énième résumé, je souhaitais aborder une approche un peu différente, à savoir passer les prochaines 30-40 minutes avec vous afin de lire et de décrypter ce rapport du GIEC à vos côtés. L'objectif, selon moi, est double. Le premier, c'est bien évidemment de vous donner les informations contenues dans ces rapports du GIEC qui traitent du réchauffement climatique. Et le deuxième, c'est, je l'espère, vous donner une certaine satisfaction intellectuelle pour vous dire, in fine, j'ai lu et compris à minima certaines parties de ces fameux rapports du GIEC dont on parle et dont on devrait parler bien plus. En préambule, je rappelle que le GIEC, ou IPCC en anglais, Intergovernmental Panel on Climate Change, est une instance onusienne qui a pour but de faire un état de l'art de la connaissance scientifique à propos du réchauffement climatique. Par conséquent, le GIEC est neutre et ne produit pas de connaissances scientifiques. Ses auteurs se contentent de résumer de manière critique l'ensemble des publications scientifiques. Ces rapports reflètent donc l'image la plus claire que l'on ait du fonctionnement du climat, de la Terre et les conséquences de l'activité humaine sur celui-ci. Les auteurs du GIEC sont engagés pour des mandats de 5 à 7 ans, au cours desquels ils doivent remettre des rapports scientifiques, et notamment un rapport d'évaluation, subdivisé en 3 sous-rapports rédigés par les 3 sous-groupes qui composent le GIEC. Le premier, c'est celui qu'on va décrypter aujourd'hui, traite des bases physiques du changement climatique. Le second s'intéresse plutôt à l'impact de ce changement climatique et à l'adaptabilité dont il faut faire preuve. Quant au dernier, il traite des solutions pour faire face au changement climatique. Démarrons donc la lecture du premier rapport. Alors, on ne va pas lire le rapport en lui-même qui fait plusieurs centaines de pages, mais nous allons nous contenter de lire ce qu'on appelle le résumé aux décideurs, un résumé d'une quarantaine de pages qui est spécialement écrit pour les dirigeants politiques, les dirigeants d'entreprise, etc. Alors, ce premier rapport, déjà, on va commencer par aller regarder les grandes sous-parties. Donc, il y a 4 chapitres. Le premier, un peu un état de la situation sur le climat de la Terre. Donc, la partie A, avec un certain nombre de figures. Le deuxième, là, qui traite plutôt du climat futur, avec un certain nombre de modélisations sur l'évolution du climat. Le troisième, là, on est plutôt sur un certain nombre d'informations, les risques liés au réchauffement climatique et comment on doit s'adapter. Donc, il y aura des prémices du deuxième rapport. Et enfin, la dernière partie, comment est-ce qu'on limite le changement climatique? Et donc là, à nouveau, on a des prémices, cette fois-ci, du troisième rapport. Donc voilà, c'est 40 pages. Bien évidemment, on ne va pas lire les textes vraiment. On va pas rentrer dans le détail des textes, mais on va plutôt à chaque fois venir regarder les figures. Donc, la première partie, ça nous dit grosso modo que sans aucune ambiguïté, le réchauffement climatique existe et que l'homme en est la cause. Alors, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de la mesure de ce qu'on appelle la température moyenne à la surface du globe. Donc, on a des outils de mesure pour mesurer vraiment une température moyenne à la surface du globe. Et souvent, on fait une moyenne sur une dizaine d'années. Et donc, ce qu'on voit quand on regarde l'évolution de la température,
par rapport à l'an 1, on voit qu'au cours des dernières milliers d'années, on n'avait jamais observé une telle augmentation de la température. Donc aujourd'hui, dans les années 2010-2020, la moyenne, c'est un réchauffement d'environ plus 1,1 degré. Donc ça, c'est réel, le réchauffement climatique existe. Et ce qui est intéressant, c'est également de regarder cette figure ici à droite et de voir qu'en fait, on a été capable de modéliser, de simuler l'évolution de cette température moyenne à la surface de la Terre. On a d'abord fait une simulation en prenant en compte que les phénomènes naturels, donc la variation vis-à-vis de l'illumination solaire, la variation en fonction de quelques éruptions volcaniques. Et ce qu'on voit, c'est que uniquement cette contribution ne suffit pas à expliquer l'augmentation de la température qu'on voit ici en noir et qui atteint les plus 1,1 degré en 2020. Par contre, dès qu'on vient prendre le phénomène humain dans l'équation, et ben là, on a une simulation à peu près parfaite de cette évolution du climat. Donc, grâce à ça, on conclut qu'il est indéniable que l'humain est responsable du réchauffement climatique. Et c'est vraiment la première conclusion de ce rapport. Si on regarde un peu en détail, on retrouve notre fameuse température moyenne ici de plus 1,1 degré. Et puis, les auteurs du rapport ont réussi à discriminer un peu les différentes contributions qui amènent à ce réchauffement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, à nouveau, hein, sans appel, on a exactement la même augmentation de la température quand on garde uniquement l'influence de l'homme et quand on regarde ce qu'on mesure en termes de réchauffement. Alors, à quoi c'est dû? C'est dû, dans l'ensemble, à ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, ici, qui sont responsables d'un réchauffement de plus 1,5 degré, mais qui sont également contrebalancés par ici ce qui est nommé autres facteurs humains, et ça regroupe notamment les pollutions atmosphériques, les aérosols, les choses comme ça, qui parfois, et c'est ce que vous voyez en bleu, ont un effet refroidissant sur l'évolution du climat. Donc, le protoxyde d'azote, le dioxyde de soufre, des choses comme ça qui vont venir refroidir le climat. Ce qu'on peut noter, c'est que ce qui a le plus gros impact sur le réchauffement climatique, c'est sans appel le dioxyde de carbone ainsi que le méthane. Une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est de savoir finalement quelles sont les conséquences de ce changement climatique et est-ce que c'est un phénomène mondial? Et la réponse est oui, c'est un phénomène qui touche tous les endroits du globe et ça c'est vraiment l'un des messages phares de ce rapport. Le changement climatique affecte toutes les régions de notre planète et chaque fraction de réchauffement supplémentaire affectera de plus en plus chaque région de manière multiple. Alors ici, on a représenté le monde en subdivisant finalement certaines parties sous cette forme d'hexagone. Vous voyez par exemple l'Europe qui est représentée sous la forme de 4 hexagones. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dès que l'hexagone est sous forme de couleur rouge, c'est que le réchauffement climatique va entraîner sans appel une augmentation de la fréquence de phénomènes extrêmes en termes de chaleur. Donc il va faire de plus en plus chaud et ce, à tous les endroits du globe. Les seuls endroits du globe là que vous voyez en gris, c'est souvent par manque de données plus que par manque de certitude. Donc, ce réchauffement climatique va toucher toutes les parties habitées. On a aussi les mêmes liens avec la quantité de précipitations. On va avoir une augmentation de fortes de précipitations, notamment dans cette partie de l'Europe, dans cette partie de l'Asie ou un petit peu dans les régions d'Amérique du Nord.
Enfin, on peut aussi faire le lien entre le réchauffement climatique et les phénomènes de sécheresse. Et donc, on voit ici que en jaune, on a certaines régions du globe qui vont être plus touchées, donc le bassin méditerranéen, des zones de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique du Nord-Ouest, par exemple. Alors ensuite, on descend et là, il est question de ce qu'on appelle climate sensitivity. Donc, c'est la sensibilité du climat, la traduction littérale. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans ce rapport, puisque c'est un paramètre. En fait, ce paramètre, c'est de dire à quelle hauteur le climat va se réchauffer si jamais on double la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et ce résultat est de 3 degrés. Et en fait, la nouveauté de ce rapport, c'est de dire qu'on a réduit, grâce à la recherche académique et aux avancées scientifiques, on a réduit par 2 la plage d'incertitude vis-à-vis de ce nombre-là. Donc, on a vraiment gagné une meilleure connaissance en termes de modélisation du climat présent. Maintenant, on passe à la partie B qui s'attaque au climat futur. Et donc, pour ce faire, il faut qu'on commence à parler de ce qu'on appelle les, euh, les systèmes, les modèles climatiques. Alors, c'est des noms un peu barbares, SPP 1, 1.9, 8.5, 2.6, 4.5, 7.0. Euh, Ça a une signification scientifique, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, notamment, c'est que grosso modo, les modèles climatiques plutôt en couleur bleue sont ce qu'on va appeler des modèles assez optimistes. On va réussir finalement à limiter le réchauffement climatique, des modèles plutôt pessimistes où on va avoir une augmentation forte de la température moyenne à la surface terrestre et plutôt un modèle entre les deux. Alors juste avant, je vous parlais de la sensibilité du climat et en fait, c'est là qu'on commence à voir le lien entre CO2 et augmentation de la température. On a vu que, souvenez-vous, dans ce graphe ici, le dioxyde de carbone, c'est vraiment ce qui contribue presque à aller à 70% de ce fameux réchauffement de plus 1,1 degré. Donc, du coup, on peut, dans ces modèles climatiques, venir regarder l'évolution de la quantité de CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère. Donc, nous, on est ici aux alentours de 2020. Et donc, finalement, dans les modèles un peu optimistes, ça reviendrait à dire que dès maintenant, on va diminuer nos émissions de CO2 jusqu'à atteindre ici cette zone ici à 0. On émettrait 0 gigatonnes de CO2 par an, ce qui revient à dire, et si vous avez déjà entendu parler de l'accord de Paris, c'est ça, ce qui revient à dire qu'on atteint net zéro émission. Donc, ça veut dire que même si on continue à émettre du CO2, par certains processus, on va être capable d'enlever exactement la même quantité, voire plus, si on descend sous cette barre. Donc, il faut qu'on mette en place un certain nombre de technologies, de processus pour compenser, pour retirer du CO2 de l'atmosphère, et ce, sans tenir compte des puits naturels qui viendraient capter du CO2. Donc, les modèles un peu optimistes, c'est atteindre net zéro d'ici à 2050 pour le plus optimiste, d'ici à environ 2080 pour le deuxième modèle. Ici, vous avez un modèle qu'on qualifie souvent de business as usual. Euh, non, pardon, c'est une erreur. Non, c'est plutôt un modèle où finalement on va venir faire stagner nos émissions jusqu'à peu près en 2060, 2050. On commence à venir diminuer et on vise un net zéro un peu après 2100. Et ici, vous voyez
là, c'est plutôt, ouais, on continue d'émettre du CO2 comme jamais. Et là, on a vraiment un cas extrême qu'a priori, on ne devrait pas observer. On n'est pas vraiment sur cette trajectoire-là. Et donc, ces modèles, les modèles, en fait, ces modèles-là, ça, c'est plutôt le résultat des modèles. Mais les modèles, en fait, ils prennent en compte un certain nombre de paramètres. Et donc, dans ces modèles, vous pouvez aussi voir les mêmes évolutions pour les émissions de méthane, d'oxyde nitreux, de dioxyde de soufre, des choses comme ça. Il y a aussi des phénomènes politiques qui sont pris en compte dans ce modèle. Il y a tout un tas de paramètres là. Et ces modèles sont assez complexes, mais ça permettent d'avoir une représentation assez forte de l'évolution du climat. Voilà, là à nouveau, ça permet de vous montrer que l'élévation de la température, c'est toujours quand même très lié avec l'évolution de la quantité de CO2, même si ici, dans ces cas-là, les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane, ils ont une contribution non négligeable, mais disons que le CO2, c'est quand même, dans un premier temps, un bon descripteur. Alors justement, maintenant qu'on a ces modèles, maintenant qu'on a à peu près voilà, vu l'évolution du CO2, si on met en compte, si on prend en compte des politiques de réduction d'émissions de CO2 ou non, qu'est-ce qu'il en est de l'évolution de la température? Eh ben, vous avez ici vous avez ici ce tableau qui vous dit dans l'ensemble euh, si on se place dans le modèle le plus optimiste, autour de 2021-2040, on va avoir un réchauffement de plus 1,5 degré. Ça, c'est indéniable. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que grosso modo, peu importe le modèle, optimiste ou pessimiste, d'ici à 2040, on va atteindre ce réchauffement de plus 1,5 degré, voire plus 1,6 dans le cas vraiment le plus extrême. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle de ce rapport, c'est que malgré tous nos efforts, même le modèle le plus optimiste nous dit vous allez atteindre les plus 1,5 degrés. Par contre, ce qui est plus rassurant, c'est que dans ce modèle le plus optimiste, on va atteindre plus 1,5, on va même monter à plus 1,6 dans la période 2040-2060. Mais si on fait ce qu'il faut, donc souvenez-vous, le modèle le plus optimiste, c'est atteindre net zéro, donc compenser toutes nos émissions de CO2 d'ici à 2050. Donc si on arrive à faire ça, eh ben, on va être capable de redescendre sous la barre des plus 1,4, des plus 1,5, et on va atteindre plus 1,4. Après, vous avez les modèles un peu extrêmes qui nous disent que bah, si on fait rien, si on émet encore plus, bah, d'ici à 2100, on sera à plus 4,4, voire plus 5,7 ici, hein. Et puis entre les deux, bah, on a voilà, des augmentations de l'ordre de plus de degrés. Donc là, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que si on se trouve sur une trajectoire de ce modèle-là ou de ce modèle-là, par exemple, c'est à peu près là où on se trouve en ce moment, bah, on voit que dans la période 2040-2060, on va atteindre les réchauffements de plus de degrés. Donc finalement, le réchauffement climatique, c'est pas pour 2100, c'est vraiment dès aujourd'hui et c'est à notre porte. Euh, à moins d'avoir plus de 70 ans, allez, d'ici 2040, vous connaîtrez peut-être plus de degrés. Ça, c'est la conclusion du GIEC. Donc ça nous permet un peu voilà, de voir l'évolution du climat. Non, bah, continuons. Jusqu'à ce qu'on arrive finalement. Voilà, alors du coup, si on est capable de simuler un peu les évolutions du CO2, de la température, on est aussi capable de faire ça plus dans le temps, mais aussi de manière spatiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un réchauffement de plus 1 degré? Et c'est là que ça devient intéressant. Souvenez-vous, ce plus 1,1, plus 1,5, plus 2 degrés, c'est finalement un réchauffement moyen à la surface du globe. Et là, il est intéressant de voir qu'en fait, bah, plus 1 degré, par exemple, ça peut être à cet endroit-là
presque 0 degré. Par contre, on voit qu'au niveau des continents, notamment, ou au niveau des pôles, on est déjà à plus 2 degrés. Et ça va être de pire en pire. Vous voyez là, dans un cas de figure où on est à plus 1,5 degrés, les pôles se réchauffent encore plus, les continents se réchauffent plus. Donc on pourrait se dire plus 1,5, c'est pas très grave, mais en fait, plus 1,5, c'est à nouveau une moyenne. Et plus 1,5, ça veut dire déjà plus 2, plus 3 au niveau des continents, au niveau de l'Europe. Dans un monde à plus 2 degrés, là, on vient taper plutôt dans du plus 3, plus 4 degrés au niveau de l'Europe pour parler de choses qu'on connaît. Et là, on est dans le cas vraiment extrême. On a un réchauffement de plus 4 degrés. Donc là, vous voyez au pôle, c'est plus 7 degrés. Donc forcément, au pôle, plus 7 degrés, je vous laisse imaginer, fonte des glaces et tout un tas de phénomènes. On peut avoir ce genre de carte euh, euh, aussi pour les précipitations. En fait, il faut bien comprendre que c'est pas qu'une question d'élévation de la température, de canicule, de choses comme ça. Non, le réchauffement climatique, ça a un certain nombre de conséquences. Et l'une d'entre elles, par exemple, c'est l'assèchement de l'atmosphère et du coup la capacité à stocker plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et donc avoir une intensification du cycle de l'eau, des cycles plus variables avec des plus fortes précipitations ou au contraire un amoindrissement des précipitations. Et donc là, c'est ce qu'on voit à nouveau avec ce code couleur ici, vous voyez que avec l'intensification du réchauffement climatique, en fait, on va avoir un assèchement, une diminution des précipitations. On est plutôt sur de la couleur marron ici, dans le bassin méditerranéen, ici au sud de l'Afrique, en Océanie, on va avoir une diminution des précipitations. Et par contre, en Afrique subsaharienne, dans les pôles, en Asie, etc., là, on va avoir une augmentation de 40% des précipitations. Donc on peut avoir tout un tas de graphiques comme ça. Là, on est plutôt sur l'humidité des sols, des choses comme ça, qui ont forcément une conséquence avec la quantité des précipitations, les chaleurs. Et on voit par exemple que sur le bassin méditerranéen, on perd en humidité des sols. Et donc, je vous laisse imaginer les conséquences sur notre agriculture. Alors là, je vous ai montré des cartographies. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder un peu plus en détail ce genre de graphique. En fait, ici, vous voyez, c'est la fréquence d'un phénomène de chaleur extrême. Donc, sur l'échelle 1850-1901, imaginons qu'on a un épisode de chaleur extrême, et ben dans un monde à plus 1 degré, donc on y est déjà, on a 5 fois plus de ce genre de ce phénomène-là. Dans un monde à plus de degrés, c'est 14 fois plus de ce phénomène-là et 39 fois plus de ce phénomène-là dans un monde à plus 4 degrés. Et en plus d'avoir des phénomènes de température extrême, plus fréquemment, elles sont aussi plus intenses. Donc, vous voyez, dans un monde à plus 1,5 degrés, donc encore une fois, hein, souvenez-vous, plus 1,5 degrés, c'est quasiment demain, hein, plus 1,5 degrés, le tableau, il nous disait, où est-ce qu'il est? Plus 1,5 degrés, voilà le tableau, plus 1,5 degrés, c'est quoi qu'il arrive, peu importe, pessimiste, optimiste, l'inverse, pardon, optimiste, pessimiste, plus 1,5 degrés, c'est 2021-2040. Donc d'ici à 20 ans, on connaîtra un monde à plus 1,5 degrés, et vous voyez, plus 1,5 degrés, c'est 9 fois plus de phénomènes de chaleur extrême et 2 degrés en moyenne, encore une fois, c'est des moyennes, plus intenses. Donc, par rapport à aujourd'hui, où on est à plus 1 degré, là, par exemple, c'est quasiment 2 fois plus. Donc, imaginez, 2 fois plus de canicule que cet été et quasiment 2 degrés en plus. 1 degré en plus par rapport à cet été. On peut avoir la même chose par rapport aux précipitations. Si on a un phénomène sur les 50 dernières années,
Bah, dans un monde à plus de degrés, on a 2 fois plus de chances d'avoir des fortes précipitations, 14 fois plus humide. Ici, on est plutôt sur la sécheresse, 2,4 fois plus de phénomènes de sécheresse, avec 0,6, donc encore plus sec. Voilà pour cette figure-là. On est à peu près à la moitié du rapport, mais je dirais que là, vous avez déjà les messages un peu forts du rapport. Le réchauffement climatique est réel, les hommes en sont la cause. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. On va, quoi qu'il arrive, dans un monde à plus 1,5 degrés. Euh, et ça a pour conséquence des phénomènes climatiques extrêmes, des vagues de chaleur, des fortes précipitations, des sécheresses. Et ça va toucher toutes les régions du monde de multiples façons. Euh, et a priori, c'est ce qu'on va commencer à voir, comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on indique ce réchauffement climatique? Alors oui, au passage, mauvaise nouvelle. On parlait tout à l'heure de net zéro, de manière de enlever du CO2 de l'atmosphère. On appelle ça des puits de carbone. Et si vous voulez, les terres en bonne santé, les océans sont de très bons puits de carbone. L'ennui, c'est que avec le réchauffement climatique, en fait, on a des phénomènes physiques qui font que les océans, les terres, vont absorber de moins en moins de CO2. Donc, ça veut dire qu'en plus d'avoir une planète qui se réchauffe, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, en plus d'avoir la planète qui se réchauffe, les phénomènes qui ralentissent son réchauffement sont de plus en plus limités. Donc là, par exemple, vous voyez, dans un monde, là, c'était le cas un peu intermédiaire, optimiste, pessimiste. Là, vous voyez, on va perdre. Avant, donc, on avait des, on avait des, euh, dans le cas optimiste, on a 70% du CO2 émis qui est absorbé par les terres et l'océan, donc 30% par l'atmosphère. Mais si on va dans des modèles un peu plus dramatiques, bah là, on pourrait quasiment perdre 20% de notre capacité de capter du CO2. Donc voilà, et donc ça, tout ça mis bout à bout, forcément on prend en compte tous ces phénomènes, on est capable après de prévoir des évolutions de température. Et donc vous voyez les différents modèles ici avec des marges d'erreur, mais vous voyez, donc là on retrouve le tableau qu'on avait tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, on connaîtra le plus 1,5 degré qui se trouve par ici, là. Après, dans le modèle le plus optimiste, on va redescendre et passer à plus 1,4 degrés. Mais dans ce cas-là, un peu moins optimiste, on est à plus 1,5 degrés. Ici, on va atteindre quasiment plus 3 degrés d'ici à la fin du siècle, et ici, plus 4. Et plus 3 degrés d'ici à la fin du siècle, ça veut dire quasiment plus de degrés déjà en 2050. Donc 2050, c'est demain. Et souvenez-vous encore, je vous remontre cette carte, plus de degrés. Plus de degrés, c'est une moyenne. Et donc plus de degrés, en France, par exemple, ça va être un réchauffement global de allez, plus 3, par exemple, pour donner des chiffres un peu cohérents. On peut avoir ce genre d'évolution pour d'autres phénomènes, la surface de l'Arctique, voilà, donc on perdrait dans tous les cas euh, les 2 tiers de la surface arctique. On a aussi une acidification de l'océan. La quantité de CO2 dans l'atmosphère, elle vient acidifier les océans, donc ça a des conséquences dramatiques, entre autres pour la biodiversité, les barrières de coraux.
Élévation de la hauteur des océans, des mers. Ici, peu importe le modèle pessimiste, optimiste, on va avoir une évolution d'ici à la fin du siècle de plus 0,5 mètres en moyenne encore. Donc, ça veut dire qu'à certains endroits, ce sera plus, à d'autres endroits, ce sera moins. Et ce qu'on voit, et ce qui est dramatique, c'est ce que même à des échelles de temps très longues, donc en 2300, même dans le cas le plus pessimiste, on va avoir des élévations du niveau de la mer de plus 1, 2, 3 mètres. En fait, c'est ça qui est dramatique, c'est que la fonte des glaces est inarrêtable, en tout cas sur les prochaines centaines d'années. Autant les émissions de CO2, si on les arrête du jour au lendemain, on peut ralentir, voire stopper le réchauffement climatique. C'est le cas du modèle le plus optimiste. Si on arrête et qu'on passe net zéro émission d'ici à 2050, là, on arrête le réchauffement climatique et on peut même le refaire diminuer et passer à plus 1,4 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle du rapport. C'est que tout n'est pas perdu. Par contre, il y a des phénomènes comme la hausse du niveau des mers, etc., qui sont trop avancés déjà et qu'on a du mal à endiguer. Euh, la partie C, donc voilà, c'est comment est-ce qu'on gère un peu les risques, si vous voulez, vis-à-vis du réchauffement climatique, comment est-ce qu'on s'adapte au réchauffement climatique. Là, ça empiète déjà un peu sur le deuxième rapport. Euh, comment les messages clés, c'est un peu de dire que si on connaît un peu l'évolution du climat, on va pouvoir tenir compte de la modulation d'un certain nombre de phénomènes et on va pouvoir s'y adapter, que ça va toucher chaque région, qu'on a suffisamment maintenant, c'est pas forcément retranscrit dans le rapport, mais on a suffisamment de données pour avoir des choses un peu plus précises sur les différentes régions. On a des cartographies. Je suis pas sûr qu'il y ait un lien dans le rapport en lui-même, mais ah si, voilà, il y a le mot en tout cas qui est lâché. Il y a des atlas en ligne qui ont été publiés en même temps que ce rapport pour pouvoir aller regarder finalement l'évolution du climat dans certaines zones, l'évolution des précipitations, de choses comme ça. Là, vous avez ce graphique un peu récapitulatif. Voilà, multiple climatic impact drivers. Donc, euh, classés en différentes catégories, plutôt tout ce qui est lié à la chaleur, ici plutôt à l'humidité, les phénomènes de vent, etc., etc. Et donc, tous ces facteurs-là, en ligne, dans les atlas, vous pouvez regarder comment est-ce qu'ils, a priori, évolueraient en fonction des différents modèles climatiques. Voilà pour la partie fait, la partie C. Euh, il y a des phénomènes quand même qu'on peut signaler, à savoir un effondrement de la calotte glaciaire, donc complète, des changements de circulation océanique. C'est des événements qui ont une faible probabilité d'arriver, mais qu'on ne peut pas non plus exclure parce que c'est des phénomènes assez complexes. Euh, mais voilà. On passe ensuite à la dernière partie, la partie D, donc comment est-ce qu'on limite le réchauffement climatique? Et en fait, la solution est assez bien établie, hein. C'est de dire, comme on a vu que le réchauffement climatique était grandement lié aux émissions de CO2, si on limite nos émissions de CO2, si on passe à net zéro émissions de CO2, eh ben, on peut réduire l'impact du réchauffement climatique. Alors, il y a d'autres choses qu'il faut qu'on fasse. Strong, rapid and sustained reduction de méthane aussi, et des aérosols, donc les pollutions atmosphériques.
Mais voilà, ça c'est un graphique qui justement vous montre qu'il y a vraiment une corrélation linéaire entre les émissions de CO2 ici et l'évolution de la température. Et c'est des choses qu'on est capable de prédire, mais qu'on a aussi mesurées dans les années passées. Donc c'est des choses vraiment, on est sûr du lien direct entre les émissions de CO2 et l'élévation de la température. Alors là, c'est une corollaire finalement du précédent tableau. Donc, souvenez-vous, on a nos modèles. On sait que si on limite le réchauffement, si on diminue les émissions de CO2, on est capable de limiter la température. Et là, en fait, on va commencer à parler de budget carbone. Euh, Depuis l'ère pré-industrielle, 1850, qui fait office de référence, en fait, on a émis, donc entre 1850 et 2019, on a émis environ 2400 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on sait qu'il y a un corollaire entre la quantité de CO2 et la température, et ben en fait, on est capable de dire, en fait, si vous voulez pas dépasser les plus 1,5 degrés, il vous reste tant de CO2 à émettre. Si vous voulez pas dépasser les plus de degrés, et ben il vous reste tant de CO2 à émettre, etc. Et donc, ça donne des budgets carbone de ce style-là. Ce tableau se lit de la manière suivante. Si vous voulez avoir une chance de limiter le réchauffement climatique avec 67% de chance à plus 1,5 degré, donc je rappelle, c'est une moyenne à la surface du globe, et ben, il vous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre dans l'atmosphère. Donc, à partir de 2800 gigatonnes de CO2, c'est ce qui est montré sur ce graphique-là, 2800 gigatonnes de CO2, ici, vous lisez, on arrive à plus 1,5 degré. Si vous voulez limiter, si vous voulez avoir 67% de chance de limiter votre réchauffement à plus de degrés, il vous reste 1150 gigatonnes de CO2 à relarguer dans l'atmosphère. Donc ça vous fait 3540. 3540, on tombe à peu près au plus de degrés, on est pas mal. Et donc après, bah, quand vous connaissez votre budget carbone, vous pouvez faire tout un tas de calculs. Hein, c'est ce que j'avais commencé à détailler dans les autres articles que vous pouvez trouver en ligne sur mon blog. Mais on peut commencer à faire des calculs en disant, bah, si on a plus de 400 gigatonnes de CO2, combien est-ce que chaque pays a droit d'émettre? Quand est-ce qu'a priori on va arriver au plus 1,5 degré, etc., etc. Voilà, d'autres explications dans les textes. Et encore une fois, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Euh, Dans l'ensemble, ça dit que bah, faire attention au CO2, c'est bien, mais il faut pas non plus négliger le méthane, euh, les aérosols, qui même s'ils ont un pouvoir refroidissant, ont d'autres impacts sur les phénomènes climatiques. Et que il faut bien être conscient que même si on arrive à limiter l'élévation de température, il y a des phénomènes, je le disais tout à l'heure, comme la fonte des glaces, qui sont bien amorcés et difficiles à ralentir. Et donc ensuite, on parle un peu de pollution de l'air avec les aérosols, etc., etc. Ce qui nous amène à la fin de ce rapport. Euh, voilà.
J'espère que c'est un exercice qui vous a plu. Donc là, vous avez vraiment les grandes lignes de ce rapport du GIEC et vous avez commencé un peu à regarder des figures qui parfois peuvent sembler assez complexes, mais en fait, quand on sait quoi lire et quand on est accompagné, ça, ça peut parfois euh, être un peu plus parlant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le décryptage du second volet, qui lui parle plutôt d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.